Bonjour professeur Gaume et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la filière FAI2R à propos du Covid-19 et de la nouvelle épidémie. Est-ce une réalité sur le terrain vraiment que le Covid est de retour? Bonjour Eric, oui effectivement c'est une réalité sur le terrain. Alors depuis la mi-août, on a des remontées du terrain plutôt de la médecine de ville qui avait vraiment signalé l'augmentation de consultations avec des diagnostics positifs à SARS-CoV-2. Et depuis très récemment, depuis vraiment la semaine dernière, on commence à avoir un peu plus de cas en réanimation médicale et un peu plus de cas en hospitalisation, ce qu'on n'avait pas pour l'instant. Donc clairement, l'épidémie maintenant a suffisamment augmenté pour que, même s'il y a peu de cas qui finissent hospitalisés, et plus le nombre augmente, même si le pourcentage est faible, ces cas finissent par arriver. Et maintenant, on commence à avoir un peu plus de cas hospitalisés et des cas en réanimation. Alors les cas en réanimation ne concernent, heureusement pour l'instant, que des personnes qui sont fragiles ou immunodéprimées, d'où l'importance d'avoir, et le gouvernement a eu raison, d'avoir avancé la campagne de vaccination de 2 semaines et d'où l'importance de se faire vacciner sans délai. Et quels sont les variants de cet automne? Sont les mêmes que cet été? Alors le variant qui circule actuellement majoritairement n'est plus le même. Enfin, depuis le mois d'août, il y a un variant qui prend le dessus. C'est le variant EG.5 ou qu'on appelle Eris. Et c'est un nouveau variant qui est toujours un cousin du variant Omicron et qui est assez proche du variant XBB 1.5 qui circulait juste avant celui-là. Et d'ailleurs, l'OMS, par exemple, refuse qu'on classe ce variant EG.5 comme un sous-lignage à lui-même, mais il le considère comme un XBB 1.5-like, tellement il est proche de XBB 1.5. Alors ce nouveau variant qui circule actuellement, donc qu'on appelle Eris, il a a priori les mêmes caractéristiques que XBB 1.5, à la seule limite qu'il paraîtrait sur des études in vitro et sur des études animales qu'il aurait une transmissibilité plus importante, ce qui explique que ce soit lui qui soit en train de prendre le dessus pour l'instant sur les autres variants. En revanche, il n'y a aucun argument aujourd'hui pour évoquer le fait qu'il soit plus dangereux ou plus agressif. Mais alors, est-ce qu'on est sûr que les vaccins disponibles aujourd'hui ciblent ce nouveau variant? Alors les vaccins du rappel automnal qui sont disponibles actuellement sont des vaccins qui sont dirigés contre XBB 1.5. Et comme je vous l'ai dit, donc ce variant qui circule là, EG.5, il est très très proche de XBB 1.5 à tel point que l'OMS le classe comme un XBB 1.5-like. Donc ça c'est la première chose, donc ils sont très proches. La deuxième chose, c'est qu'on a maintenant des études qui ont été générées par les firmes, notamment Pfizer et Moderna, qui ont développé ces vaccins XBB 1.5, qui montrent qu'on a une production d'anticorps neutralisants qui est tout à fait satisfaisante contre ce variant EG.5 avec des vaccins XBB 1.5. Donc on est tout à fait rassuré sur l'efficacité des vaccins disponibles pour le rappel automnal là, qui sont XBB 1.5 contre ce variant Eris qui est très très proche et qui devrait sans problème être bien neutralisé par le vaccin. Alors il y a quelques mois, pour les rappels, on disait qu'il faut utiliser les bivalents ARN, les bivalents. Aujourd'hui, on parle des monovalents. Les patients sont un peu perdus. Est-ce que les bivalents, ils existent encore en pharmacie? On ne les trouve plus? Qu'est-ce qu'il faut conseiller? Alors, on doit trouver encore des bivalents en pharmacie, sûrement qu'il y a des stocks qui ne sont pas écoulés. Mais ce qui est conseillé, c'est que si le vaccin XBB 1.5 est disponible, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Pour la simple raison que nous en sommes à un stade de la pandémie où la plupart des personnes ont été infectées au moins une fois. Et globalement, beaucoup de personnes ont déjà été infectées par un variant Omicron. Et donc, il n'y a plus besoin d'avoir ce côté bivalent puisque la souche ancestrale Wuhan ne circule plus du tout. Alors, c'était ça dans le vaccin bivalent, c'était la souche ancestrale plus Omicron. Et maintenant, à la souche ancestrale, on est quand même très loin dans les variations génétiques par rapport à la souche ancestrale. Et deuxièmement, beaucoup de personnes ont été infectées par la vague Omicron. Donc, ce côté bivalent avec la souche ancestrale ne devrait pas apporter de bénéfices. Donc, il ne faut absolument pas
hésiter à utiliser le vaccin monovalent avec le variant XBB 1.5 qui est actuellement disponible. Et les vaccins protéiques, pas encore disponibles, il faut en penser quoi? Alors ces vaccins protéiques, donc, comme vous le soulignez, ne sont pas encore disponibles. On n'a pas de données très précises sur leur efficacité. Les premières données qu'on avait étaient que la protection conférée était moins efficace qu'avec les vaccins ARN messagers. C'est la raison pour laquelle ces vaccins sont, pas du tout recommandés en primo-vaccination. Donc on ne peut pas initier un schéma de vaccination avec ces vaccins-là. Ça ne peut être que dans le cadre de rappel. Et deuxièmement, il faut vraiment les réserver pour les personnes qui ne veulent pas recevoir la vaccination avec le vaccin ARN messager, mais en priorité, c'est le vaccin ARN messager qu'il faut préférer. Il y a 2 ans environ, notamment chez les patients immunodéprimés, on conseillait le suivi des anticorps. Est-ce que ce suivi des anticorps après vaccination a encore du sens? Alors la raison pour laquelle on conseillait ce suivi des anticorps, c'est parce qu'on pouvait proposer, dans le cas où les anticorps n'atteignaient pas un taux suffisant, une perfusion d'anticorps monoclonaux pour justement conférer ce qu'on appelle une immunisation passive. Donc si vous n'avez pas réussi à générer par votre corps une réponse anticorps, on va vous perfuser des anticorps de façon passive. Ce n'est plus du tout d'actualité puisque aujourd'hui, avec les nouveaux variants qui circulent, on n'a plus de cocktails d'anticorps monoclonaux qui permettent de neutraliser ces variants. Donc ce n'est plus utile de surveiller le taux d'anticorps actuellement pour les personnes fragiles ou immunodéprimées. L'essentiel, et ça j'insiste, l'essentiel c'est que c'est pour ces personnes-là, le rappel doit se faire tous les 6 mois et non pas une fois par an. Alors il y a certains patients qui pensent que justement contrôler leur type d'anticorps permettrait de savoir si un rappel est nécessaire. Est-ce que c'est un raisonnement valide? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses. Il y a un taux d'anticorps qui est mesuré par la technique qui est faite pour quantifier les anticorps, mais ça ne vous donne pas forcément l'indication sur le caractère neutralisant ou pas des anticorps que vous avez. Donc on peut avoir beaucoup d'anticorps mais qui ne sont pas forcément tout à fait neutralisants. Donc aujourd'hui, il n'est pas recommandé de le faire et il faut vraiment rester sur le dogme chez les personnes immunodéprimées, c'est un rappel tous les 6 mois. Ou alors il faut le décaler s'il y a une infection, mais décaler de 3 mois et pas de 6 mois comme on le fait pour les personnes qui ne sont pas immunodéprimées. Ça veut dire que si la dernière infection dès qu'elle date de 3 mois, on peut faire le rappel chez les personnes immunodéprimées, alors que chez les personnes fragiles mais qui ne sont pas immunodéprimées, on attend 6 mois après l'infection avant de faire un rappel. Certains patients qui reçoivent un traitement, par exemple par rituximab, savent qu'ils n'ont jamais développé d'anticorps. Est-ce que c'est quand même utile de leur faire un rappel? Oui, c'est utile parce que ce qui a été montré, c'est que justement, ces personnes-là n'ont pas fait d'anticorps à la première, à la deuxième ou à la troisième injection, mais à partir de 3-4 injections, on voit qu'il y a une réponse anticorps qui commence à se mettre en place. Et plus on fait des rappels, plus cette réponse peut être augmentée. Et donc c'est quand même important de faire des rappels chez ces personnes-là. Et ma dernière question concernera le Paxlovid. Est-ce qu'il est encore efficace sur le variant actuel? Alors, le Paxlovid est tout à fait efficace sur le variant actuel. Il y a eu des rares cas de mutations de résistance qui ont été décrites, mais pas du tout en fonction de la protéine Spike. C'est pas ça. Les variants là, c'est des variants sur la protéine d'enveloppe Spike, alors que le Paxlovid, ça a une activité antivirale directe et ça n'est pas dépendant de la protéine Spike. Donc, le Paxlovid a tout à fait une activité sur les variants actuels. Il y a deux réserves pour utiliser le Paxlovid. La première réserve, c'est qu'il doit être administré tôt après le début des symptômes, idéalement pas au-delà de 5-7 jours après le début des symptômes. Quoiqu'il y a quand même des études maintenant qui montrent que même si on le donne un peu plus tard, ça pourrait avoir un bénéfice. Mais ce qu'il faut que les personnes aient en tête, c'est qu'il faut le démarrer le plus tôt possible après l'apparition des symptômes pour espérer justement que ça va prévenir l'aggravation et le fait de se retrouver à l'hôpital. La deuxième réserve, c'est qu'aujourd'hui, le Paxlovid génère des interactions médicamenteuses qui le rendent contre-indiqué chez certaines personnes qui ont d'autres médicaments. Et donc, il faut absolument avoir l'avis de son médecin pour savoir si, lorsqu'on a des comorbidités et qu'on a d'autres traitements en cours, le Paxlovid est compatible ou pas avec le traitement. Alors, s'il ne l'est pas,
la porte n'est pas complètement fermée. On peut, dans certains cas, après avis médical, suspendre pendant 5 jours le traitement qui est contre-indiqué avec le Paxlovid ou en tout cas réduire la dose, mais ça c'est uniquement sur avis médical. Et dans le cas où vraiment on ne peut pas le faire, comme par exemple chez des personnes transplantées, chez lesquelles on ne peut pas se permettre de réduire ou d'arrêter les immunosuppresseurs parce que sinon on risque un rejet de l'organe transplanté, chez ces personnes-là, on a une alternative qui est le Remdesivir, qui s'administre par voie intraveineuse sur 3 jours d'affilée. Donc il n'est pas question d'hospitaliser les gens 3 jours d'affilée, mais ils doivent venir par exemple en hôpital de jour 3 jours d'affilée pour avoir leur perf de Remdesivir. Ça dure 1 heure, c'est pas très long. Mais il y a quand même une alternative en termes de traitement antiviral au Paxlovid si jamais il y a des contre-indications du fait d'interactions médicamenteuses. Et enfin, on attend un autre médicament qui est l'Ancitrelvir, qui est aussi un antiviral spécifique qui est très efficace et qui n'a pas ce problème d'interaction médicamenteuse. Et on attend qu'il soit bientôt sur le marché. Bon, donc si on résume, oui, un nouveau rappel du vaccin Covid au plus vite pour les patients de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les patients avec comorbidité, atteinte viscérale, les patients avec traitement immunosuppresseur fort, corticoïdes au long cours. Et je crois que je n'oublie personne. Si les personnes insuffisance d'organes, trisomie 21. Trisomie 21, insuffisance d'organes. Et puis tous les professionnels de santé, j'imagine. Exactement. Merci beaucoup, professeur Ghosn. Merci à vous. Et j'espère à bientôt pour d'autres interviews pour la filière FA2R. À bientôt.